Bonjour et bienvenue au château de La Rochefoucauld. Nous ne sommes pas dans le Val de Loire, contrairement à ce que vous pouvez penser étant donné les façades Renaissance que vous voyez derrière moi, mais en Charente, à 20 km au nord d'Angoulême, sur la route de Limoges. Je vais vous parler de cette demeure millénaire, historique et familiale, qui ne changera pas de propriétaire depuis l'installation de Foucauld Ier sur sa roche en 980. Le château va se transmettre de génération en génération jusqu'à nos jours. Alors, si vous voulez bien, nous allons pénétrer et je vais vous faire découvrir ce château qui recèle plein de mystères et plein de joyaux. Donc nous allons nous diriger vers la chapelle dont je vais vous parler et vous allez voir cette chapelle magnifique qui date de la Renaissance. Alors voilà cette magnifique chapelle qui est encore consacrée. Cette chapelle Renaissance a été restaurée au début du XXe siècle et dédiée à ce petit garçon qui s'appelait François-Marie Joseph de La Rochefoucauld et qui va décéder en 1909. Cette chapelle va lui être dédiée car on va retrouver ses initiales sur la petite galerie FMJ, François-Marie Joseph. Au-dessus de son petit tombeau, nous avons Saint François, nous avons la Vierge Marie qui tient dans ses bras l'enfant Jésus. Et quand on regarde l'enfant Jésus de près, il représente la tête de François-Marie Joseph. À droite, vous avez Saint Joseph qui veille sur lui en permanence. Les vitraux, les somptueux vitraux vont être aussi installés au début du XXe siècle. Vous avez au centre la Vierge en Assomption. Vous avez à gauche Sainte Élisabeth de Hongrie, reine de Hongrie. Et à droite, vous avez Sainte Marguerite d'Antioche. Vous voyez, cette chapelle est dédiée à 3 femmes qui, je pense, veillent aussi sur ce petit garçon. Dans cette chapelle, nous avons installé l'arbre généalogique depuis la venue de Foucauld Ier sur sa roche, avec bien sûr le blason des La Rochefoucauld, qui se lise « Burlé d'argent et d'azur, à 3 chevrons de gueule, dont le premier est cimé ». Ce chevron écimé correspondrait à une branche cadette. Cela veut dire que les La Rochefoucauld descendraient d'une branche cadette des Lusignans. Vous allez retrouver ici le portrait de 2 évêques, évêque de Saintes, évêque de Beauvais, qui vont vivre la période révolutionnaire. Ne voulant pas abjurer leur religion, ils vont être massacrés en 1792. Alors, nous pénétrons dans le grand salon du château, dont les murs vont être recouverts de boiseries du XVIIe siècle. Et nous trouvons ici cette énorme cheminée qui a été installée par François XVI et son épouse américaine, Mathilde Mitchell, et qui date de la fin du XIXe siècle, qui cache une cheminée qui était à l'origine Renaissance. Avant de vous montrer d'autres pièces, je vais m'arrêter un tout petit peu sur 2 personnages importantes, c'est-à-dire les 2 sœurs qui ont dû épouser au XVIIIe siècle, 2 cousins, car sinon la lignée des La Rochefoucauld s'arrêtait à ce moment-là. Et ça va être Louis XV qui va accorder une dispense exceptionnelle à la famille La Rochefoucauld pour que la lignée puisse perdurer, à la condition bien sûr que ces 2 sœurs, qui s'appelaient Marie et Louise-Élisabeth Nicole, épousent chacune un cousin, un oncle. Et c'est ce qu'elles vont faire. Je vais vous parler un tout petit peu plus de Marie-Louise Nicole, qui, elle, avait aussi le titre de duchesse d'Anville. Cette femme va perdre son mari très jeune et elle ne se remariera pas. Elle va ouvrir un salon à La Roche-Guyon, nous sommes au XVIIIe siècle, où elle va recevoir toutes les têtes pensantes de ce siècle des Lumières. Elle va y recevoir les encyclopédistes, Diderot et d'Alembert, bien sûr. Elle va y recevoir Voltaire, elle va y recevoir Turgot et Condorcet, et aussi Benjamin Franklin, ambassadeur des États-Unis en France.
D'ailleurs, Benjamin Franklin est venu en France une huitaine d'années pour chercher des fonds et bien sûr créer cette nouvelle nation qui était les États-Unis. De part et d'autre des portes, vous avez d'un côté le portrait de François XVI, le papa du petit garçon François XVII, et de l'autre côté, Alfred Gabriel, qui va donc hériter du patrimoine et des titres, car François XVI et son épouse américaine Mathilde Mitchell n'auront pas d'autres enfants. Et vous voyez donc ici le portrait de l'arrière-grand-père de mon mari. Ici, bien sûr, vous avez les portraits de famille de la nouvelle génération. Dans le petit salon, nous allons retrouver les deux cousins germains issus des deux filles qui ont dû épouser des La Rochefoucauld. Alors, vous trouvez Louis-Alexandre, ici, qui est le fils de Marie-Louise Nicole de La Rochefoucauld et qui va adhérer aux idées des Lumières. Il va créer avec l'abbé Grégoire une association pour défendre les Noirs et demander leur émancipation. C'est un anglophone et il va justement traduire avec Benjamin Franklin les 13 constitutions américaines. Malheureusement, il sera massacré pendant la Révolution française. Les deux cousins germains vont être aux États généraux, ils vont représenter la noblesse aux États généraux de 1789 et bien sûr voter pour une monarchie constitutionnelle qui n'aura pas lieu. Donc Louis-Alexandre avec son cousin, aura un mandat d'arrêt contre lui. Il va être massacré pendant un voyage à Gisors. Il va être lapidé devant sa mère et son épouse. François XII, lui, je vous en parlerai un petit peu plus tard quand nous irons dans la bibliothèque familiale, car c'est lui qui aura rassemblé cette magnifique bibliothèque. Il va rassembler à peu près 20 000 volumes et qui s'appelle donc François XII de La Rochefoucauld. Nous pénétrons maintenant dans la salle à manger du château. Alors, il faut savoir que selon les époques, les pièces avaient des destinations différentes. Par exemple, le petit salon que nous avons quitté était la chambre à coucher de François XVI. Ici, c'était la chambre à coucher de son épouse, Mathilde Mitchell. Donc, je vous montre une petite carte postale qui représente sa chambre à coucher. Alors, il faut savoir que les meubles ici sont tous du XVIIe, du XVIIIe, époque Régence aussi. Donc, vous avez ici deux très belles terres cuites qui représentent l'Afrique ou l'Amérique. On retrouve bien sûr des portraits ici dans cette salle à manger. Le portrait de François V, premier duc de La Rochefoucauld. Vous avez aussi un portrait peint par Philippe de Champaigne, un peintre très renommé à cette époque, au XVIIe siècle. Le portrait de Louvois, qui est en train de signer la révocation de l'édit de Nantes. Vous avez ici un très joli portrait aussi de Zénaïde de Rastignac, qui est la femme de François XIV. Nous allons voir aussi une petite tour qui est dédiée à François VI, l'auteur des Maximes. Alors, nous pénétrons dans cette petite tour où François VI a bien sûr vécu, car vous voyez dans les encoignures des fenêtres, nous avons des peintures qui ont été restaurées récemment, avec d'un côté le blason des La Rochefoucauld et de l'autre côté le blason de son épouse, Andrée de Vivonne. Donc nous savons qu'ici, François VI a vécu. Nous allons prendre un tout petit couloir où nous avons gardé un monte-plat qui avait été installé au début du XXe siècle, car la salle à manger, à cette époque-là, se trouvait au premier étage. Donc, vous voyez, c'est un vestige, cette fois-ci, du début du XXe siècle. Un petit peu plus loin, nous allons visiter un magnifique boudoir
Alors, ce boudoir, dont les plafonds datent du XVIe siècle, et les peintures, certaines peintures ont été rapportées au XVIIe siècle et au XIXe siècle. Vous avez ici un très joli tableau représentant le château de Liancourt, où François XII va vivre. Vous avez aussi, à cet endroit-là, eh bien, le château de Montmirail, qui a aussi appartenu à la famille La Rochefoucauld. Alors, ce petit boudoir, on l'appelle aussi le boudoir de Marguerite d'Angoulême, qui était la sœur de François Ier, car elle venait écrire, dit-on, eh bien, ses poèmes qui s'appelaient les Marguerites. Alors, je vous laisse admirer les plafonds à caissons, magnifique représentation du XVIe siècle. Nous continuons la visite par le grand escalier monumental attribué à Léonard de Vinci. Donc nous allons gravir cet escalier jusqu'en haut. Cet escalier est une prouesse architecturale tout à fait exceptionnelle. Cet escalier se compose de ce pilier central, ici, qui démarre aux cuisines pour monter jusqu'au comble. Eh bien, vous avez 108 marches qui s'égrènent autour de ce pilier central, dont les marches sont faites d'un seul tenant. Donc, suivez-moi, nous allons aller tout en haut de ce magnifique escalier d'apparat. Ici, on va retrouver des petits personnages sculptés qui sont tous différents et dont certains sont symboliques. Par exemple, ici, vous avez le pélican, qui est un symbole chrétien. Le pélican, pour nourrir ses enfants, va se percer le cœur. Eh bien, ceci est un symbole chrétien, puisque c'est le Christ qui va donner son sang pour l'humanité. Vous avez bien sûr ici la salamandre de François Ier. Il faut savoir que François I de La Rochefoucauld va porter sur les fonds baptismaux le petit comte d'Angoulême et lui donner son prénom François. Eh bien, ce petit François d'Angoulême va devenir le François Ier, roi de France. Donc son fils, François II de La Rochefoucauld, va combattre auprès de François Ier. Il va faire toutes les guerres d'Italie et aussi sera fait prisonnier à Pavie avec le roi. C'est à cette époque-là que François Ier et bien sûr François II de La Rochefoucauld eh bien, vont découvrir la Renaissance italienne. Ainsi, François II, quand il va revenir de ses combats, eh bien, il va épouser Anne de Polignac, qui, elle, avait découvert déjà la Renaissance italienne, car elle avait été élevée une partie de son enfance en Italie. Et ils vont avoir le goût eh bien, de modifier leur forteresse médiévale dans le goût de la Renaissance, c'est-à-dire ouverte sur l'extérieur, puisque bien sûr les Anglais, après la guerre de 100 ans, sont partis, ont été boutés hors de France. Donc les châteaux ne seront plus défensifs, mais des résidences décorées. Et ça va être ici que, bien sûr, ces deux façades Renaissance, comme je vous ai parlé déjà au départ, eh bien, deux façades Est et Sud eh bien, vont être construites dans le goût de la Renaissance. Ici, nous avons un personnage tout en haut de l'escalier qui est un petit peu un mystère, qui représente un fou du roi. Alors, on ne sait pas trop pourquoi ce personnage figure à cet endroit. On peut dire que dans toute œuvre magistrale, car cet escalier est vraiment une œuvre magistrale, eh bien, il y a un grain de folie qui peut être, bien sûr, représenté avec ce personnage. Bien, nous allons maintenant visiter la bibliothèque qui a été rassemblée par François XII. Donc, nous allons nous diriger à cet endroit-là. Je vous laisse admirer au passage l'enfilade de ces plafonds à caissons typiquement Renaissance.
Alors ici, nous avons pénétré dans cette magnifique bibliothèque rassemblée par donc François XII, dont vous voyez le portrait peint et le buste. Eh bien, cette bibliothèque est essentiellement, une partie est essentiellement une bibliothèque d'études, car François XII eh bien, va s'intéresser à tout. Vous savez, c'est une bibliothèque qui est le reflet de l'époque des Lumières, donc cette époque où eh bien, on s'intéressait aux nouvelles techniques agronomiques et industrielles, par exemple. François XII effectuera plusieurs voyages en Europe, et notamment pendant la Révolution française. Il va émigrer une partie en Angleterre, chez son ami Arthur Young, qui était un agronome renommé. Et il va rencontrer aussi M. Jenner, qui était un scientifique et qui avait inventé le vaccin contre la variole. Eh bien, François XII va garder ces informations précieusement. Ensuite, il va s'embarquer pour les États-Unis d'Amérique, où il va débarquer à Philadelphie. Et à Philadelphie, d'ailleurs, il va rencontrer eh bien, Talleyrand, Noailles. Et il va entamer un voyage et noter tout ce qu'il va pouvoir découvrir de nouveau dans cette nouvelle nation. Il rentrera ensuite en France en 1799, ayant inscrit tout ce qu'il va voir, tout ce qu'il va découvrir aux États-Unis, eh bien, il va l'inscrire sur des carnets. Ces carnets, d'ailleurs, figurent aux Archives nationales. Et il va les publier en rentrant ici en 1799. Donc, vous avez cette bibliothèque, une partie donc, dont il a hérité de son père, et une autre partie de sa mère plutôt, et une autre partie, bien sûr, qu'il va enrichir avec notamment des bulletins des lois qui datent de la Révolution française, bulletins des lois du Premier Empire et bulletins des lois de la Restauration. Il y aura bien sûr des classiques. Vous avez les fables de La Fontaine, vous avez bien sûr Racine, Molière, Corneille. Vous avez aussi beaucoup de livres ecclésiastiques. Vous avez des livres en français, en anglais, en latin. Vous avez des livres. Ce qui est intéressant, c'est de savoir que avant la Révolution française, dans l'Ancien Régime, les livres étaient armoriés. Vous voyez, vous avez le blason de la famille. Je peux vous ouvrir un ouvrage, vous voyez, qui date de 1719. Et vous avez une mention ici avec approbation et privilège du roi. Cela veut dire qu'il y avait une censure à l'époque. Le roi nommait un censeur qui acceptait ou non la publication d'un ouvrage. Donc voilà, ça c'est vraiment la représentation d'un livre Ancien Régime. Alors ce personnage tout à fait intéressant qui est François XII va naître en 1747 pour mourir en 1827. Cela veut dire qu'il va connaître l'Ancien Régime. D'ailleurs, il va être grand maître de la garde-robe de Louis XVI. Et il va fonder en 1780 des écoles techniques pour instruire les orphelins de son régiment, car il estimait que la population devait être instruite pour avoir un métier et vivre de son métier. Il ne voulait plus faire la charité, il voulait instruire les gens pour qu'ils puissent vivre de leur travail. Ça, c'est une idée tout à fait nouvelle du XVIIIe siècle. Eh bien, ce même personnage va donc créer des écoles techniques sur ces terres de Liancourt. Ces écoles techniques vont donc perdurer pendant la Révolution, et bien au-delà, puisque vous avez ici le fondateur de l'école des arts et métiers. Donc vous voyez, ce grand monsieur, ce grand humaniste, va créer une première institution eh bien, qui perdure encore de nos jours. C'est lui aussi qui, à la prise de la Bastille, il se trouve à Paris, eh bien, il enfourche son cheval, et à bride abattue, il court jusqu'à Versailles. Eh bien, il va réveiller le roi, qui, le roi, lui dit « mais c'est une révolte ». Et La Rochefoucauld-Liancourt lui répond « non, sire, c'est une révolution ». Bien sûr, il va être très près du roi. Il va d'ailleurs lui prêter une certaine somme d'argent quand il sera incarcéré, quand le roi sera incarcéré. Et d'ailleurs, dans nos archives, je vais vous montrer une lettre qui fait foi de ce prêt à Louis XVI.
Il va bien sûr, quand il va rentrer des États-Unis d'Amérique en 1799, eh bien, il va introduire la vaccine, donc des séances gratuites de la vaccine, pour venir justement en aide à la population. Il se sera intéressé aux États-Unis d'Amérique, aux prisons, donc c'est ce qu'il va faire aussi en France. Il va s'intéresser à la vie des hôpitaux également, qui étaient, et les prisons et les hôpitaux, assez insalubres. Il va enfin créer les premières mutuelles et il va aussi être le cofondateur de la Caisse d'épargne pour que les petits épargnants puissent épargner 1 franc à l'époque et surtout que les gens les plus pauvres puissent accéder à la propriété. Donc vous voyez, c'est un personnage assez hors du commun qui était visionnaire et qui a créé 2 institutions qui perdurent encore de nos jours. Donc vous voyez, admirez une fois encore eh bien, sa bibliothèque. Vous avez ici un imposte tout à fait exceptionnel puisque c'est une peinture qui est attribuée à Oudry, qui était le peintre animalier de Louis XV. Nous allons continuer notre visite avec la salle des archives. Ici, nous sommes dans une 2e bibliothèque avec des ouvrages un petit peu plus récents, sauf eh bien, ces ouvrages avec une couverture bleue. Ce sont des comptes rendus de l'Assemblée nationale de 1789. Quand nous ouvrons un de ces ouvrages, eh bien, nous voyons la date, bien sûr, 1789, avec en dessous « Droits et devoirs du citoyen ». Vous voyez qu'en 1789, on parlait pas que des droits, mais on parlait aussi des devoirs du citoyen. Ici, vous avez des portraits peints par Aimée de la Rochefoucauld, qui est la grand-mère de mon mari, et qui a représenté sa famille au château de Montmirail, qui appartenait à la famille à cette époque-là. Elle a peint son mari Jean de la Rochefoucauld, elle a peint ses 2 fils François et Philippe, elle a peint ses 2 filles, Isabelle et Solange. Aimée de la Rochefoucauld était une femme très érudite. Elle faisait partie du jury du prix Femina. Elle a écrit d'ailleurs quelques ouvrages. Et elle a aussi fait des conférences dans le monde entier pour défendre le droit des femmes et notamment le droit de vote des femmes. Vous savez que le droit de vote des femmes date de 1944. Donc voilà, elle avait une jolie palette de peinture et c'était une femme qui a vécu à Paris, qui tenait aussi un salon littéraire où elle a reçu notamment Paul Valéry, dont elle a fait le portrait. Ici, vous allez retrouver le portrait de mes enfants, Émilie et François-Xavier. Nous allons voir la salle des archives. Alors, voilà cette magnifique salle des archives dont le décor a été entièrement créé. Il manque effectivement un plafond. C'est pour ça que vous voyez une cheminée en suspension. Eh bien, cet endroit a été très abîmé. Donc, il a été décidé avec l'architecte, bien sûr, des monuments historiques, eh bien, de faire cette petite galerie et non pas reconstituer un plafond. Ce joli escalier a été chiné par Sonia, ma belle-mère, et c'est elle qui a eu l'idée donc de créer cette salle des archives tout à fait exceptionnelle. Je vais vous montrer quelques archives, dont une tout à fait singulière, qui va être l'inventaire des diamants de la couronne de 1783, rédigé par François XII, car comme je vous l'ai dit, François XII était grand maître de la garde-robe du roi. Donc voilà ce document tout à fait exceptionnel, Diamant de la couronne, qui date de 1783. On y trouve ce fameux diamant bleu, acquis, très grand diamant brillant bleu,
ayant appartenu à Louis XIV et dont le prix est de 1 million de livres, ce qui correspond à l'heure actuelle à peu près 18 millions d'euros. Alors vous avez bien sûr tous les diamants correspondant aux toisons différentes, épaulettes, toison d'or en diamant, autre toison, le croix du Saint-Esprit, la croix de l'ordre du Saint-Esprit, du cordon composé de différents brillants de couleurs. Et là, vous avez un catalogue raisonné d'une très belle collection de tableaux de l'école d'Italie de Flandre, de Hollande et de France, du comte d'Artois, qui date bien sûr d'août 1786. Voilà un exemple de manuscrit que nous avons. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une lettre que j'ai découverte. Eh bien, cette lettre, effectivement, voici bien sûr une copie. Cette lettre réclame les intérêts d'un prêt que François XII avait accordé à Louis XVI lors de son incarcération le 10 juillet 1792. Il lui avait prêté une somme de 190 000 francs tournois. Eh bien, cela correspond à peu près à 3 millions d'euros actuels. Alors, bien sûr, ce courrier envoyé en 1828, donc un an après la mort de François XII, eh bien, il réclame ses intérêts. Bien sûr, cette somme a été dévaluée pendant la Révolution française, ainsi que pendant le Premier Empire, et ça va être à la Restauration sous Charles X que cette lettre va être envoyée donc, à l'intendant du roi, en lui réclamant 36 années d'intérêt, puisque de 1792 jusqu'en 1828, s'est déroulé 36 années. Donc vous voyez, ce courrier est tout à fait exceptionnel et inattendu. La visite se continue avec une deuxième bibliothèque dans laquelle je vais vous montrer un très joli tableau qui représente la famille de Monsieur et Madame Louvois. Alors, nous sommes au deuxième étage des galeries et nous allons visiter donc cette deuxième bibliothèque. Vous allez voir que les livres sont sur 2 étagères. Donc, ils contiennent énormément d'ouvrages. Alors voilà cette deuxième bibliothèque, remplie bien sûr, vous allez voir, comme vous pouvez le constater, il y a 2 étagères. Donc imaginez le nombre de volumes qu'il y a dans cette pièce. En tout, la bibliothèque familiale regroupe 20 000 volumes, ce qui est tout à fait exceptionnel. Ces volumes, au moment de la Révolution française, ils ont été protégés, car les aristocrates ont emballé, je dirais, mis en carton, ou mis en caisse plutôt, tous ces bibliothèques, et ils les ont fait voyager, c'est-à-dire les ont envoyés ou en Angleterre ou en Suisse, pour protéger justement tous ces livres dont les révolutionnaires, malheureusement, pouvaient brûler. Les révolutionnaires pouvaient brûler tous ces livres magnifiques qui représentaient bien sûr les possessions des grands aristocrates. Alors ici, vous avez un magnifique tableau attribué à Jean Cottel. Il représente la famille de Monsieur et Madame Louvois. Ce tableau est tout à fait singulier, car il est assez rare, c'était assez rare de représenter toute une famille. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en dessus ou au-dessous de chaque personnage, vous avez un petit numéro. Vous voyez, 11, etc., 12. Et en fait, au dos de ce tableau, est marqué le nom de chaque personnage. Et ça, bien sûr, ça date de cette époque-là.
que nous avons reproduit bien sûr sur ce petit cartouche. C'est comme ça que nous savons que François VIII de La Rochefoucauld, qui est ici assis, assis pourquoi? Car il était duc, donc il avait le droit de s'asseoir. Il aura épousé Madeleine Charlotte Le Tellier, qui est ici, qui était donc une des filles de Louvois. Alors une petite anecdote, vous voyez, ces femmes avaient une coiffure assez haute, formée de dentelles et de nœuds. Eh bien, on l'appelle la coiffure à la Fontange. Pourquoi? Louis XIV, vous savez, avait de nombreuses maîtresses, et un jour, il emmène Mademoiselle de Fontange à la chasse. Celle-ci, un grand coup de vent la décoiffe, eh bien, elle ne sait plus comment se présenter au roi. Donc, elle a une idée. Eh bien, elle va retirer une de ses jarretières, qui était, vous savez, à cette époque-là, bon, bien sûr, beaucoup de dentelles et beaucoup de nœuds étaient attachés autour de sa jambe. Eh bien, elle va retirer cette jarretière et elle va la poser sur sa tête, arranger ses cheveux comme il faut. Eh bien sûr, Louis XIV l'a trouvée tout à fait ravissante. Donc, ces dames de la cour ont voulu copier cette coiffure qui, au départ, n'en était pas une. Et donc, elles vont, les unes et les autres, eh bien, arranger ces espèces de grandes coiffures de dentelle avec des nœuds aussi. Voilà, l'histoire de la coiffure à la Fontange. Alors, ce tableau est peint au château de Choisy-le-Roi, qui n'existe plus. Et ce tableau va être prêté 2 fois au château de Versailles. Une première fois lors d'une exposition Le Nôtre, et une deuxième fois lors d'une exposition attribuée, enfin pas attribuée, mais une exposition dédiée à Jean Cottel. Donc vous voyez que ce tableau a voyagé jusqu'à Versailles. Alors si vous voulez bien, maintenant nous allons pénétrer dans une petite tour où nous avons mis à l'abri une série complète des encyclopédies de Diderot et d'Alembert achetées par François XII de La Rochefoucauld. Donc nous voilà dans cette petite tour. Dans ce meuble, eh bien, nous avons mis à l'abri cette série complète des encyclopédies de Diderot et d'Alembert. Alors il faut savoir que cette série se compose de 17 volumes de textes par ordre alphabétique et 11 volumes de planches. Alors ces encyclopédies, ce sont aussi, on dit que c'est un dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, donc qui regroupe tous les métiers qui existaient au XVIIIe siècle. Donc nous allons ouvrir cette armoire et y prendre un ouvrage, bien sûr, toujours armorié avec les armoiries de La Rochefoucauld. Alors, qu'allons-nous découvrir? Alors, voilà, l'escrime par exemple, avec les différentes, je ne sais pas si on peut appeler ça des poses, il doit y avoir un terme plus bien particulier aux escrimeurs. Vous voyez que c'est très complet. Ici, nous avons les forges. Alors, je vous permets de regarder la qualité des gravures, tout à fait exceptionnelles pour l'époque. Chaque encyclopédie va paraître à des époques différentes entre 1751 et 1772. Alors bien sûr, sous l'impulsion de Diderot et d'Alembert, le mathématicien et le philosophe, mais il y aura en tout à peu près 11 500 personnes qui vont participer à l'élaboration de cette encyclopédie tout à fait exceptionnelle. Vous avez aussi la fabrication des glaces, des miroirs.
l'horlogerie, la fabrication d'une horloge. Vous voyez la précision, je vous laisse admirer la précision des dessins. On pourrait tout à fait bien construire une horloge, puisque tout est détaillé avec une grande précision. Vous voyez que c'est les instruments qui permettent effectivement de construire cette horloge. Nous allons refermer ce magnifique ouvrage et le replacer. Alors nous, bien sûr, certaines personnes nous demandent bien de consulter ces encyclopédies tout à fait exceptionnelles, dont 4225 exemplaires ont été à cette époque imprimés et 2000 vont partir à l'étranger. Donc vous voyez, c'était quand même un ouvrage tout à fait exceptionnel pour l'époque, au XVIIIe siècle, qui permettait effectivement d'instruire un petit peu tout le monde. Nous la gardons bien sûr précieusement à cet endroit. Et maintenant, pour terminer, nous allons visiter une salle des cartes. Des cartes car François XII, effectivement, aussi a beaucoup voyagé dans l'Europe, en Europe et aussi aux États-Unis. Donc vous avez des cartes un petit peu de tous ces pays. Alors je vais essayer de retrouver la bonne clé une fois de plus, ce qui n'est pas toujours facile. Ah, celle-ci est la bonne. Alors voici cette salle des cartes. Donc vous avez des cartes bien sûr assez anciennes. Ici, vous avez les campements des armées du roi très chrétien et du roi catholique du duché de Mantoue. Alors je vous laisse admirer. Je vais vous montrer aussi un très bel ouvrage dédié au roi. Je vais vous montrer la couverture de ce livre, vous voyez, avec les 3 fleurs de lys. Au roi, je vais vous lire la dédicace. Sire, encouragé par le suffrage de votre auguste aïeul, que votre juste aïeul eut la bonté d'accorder au Neptune oriental, qui parut en 1745, j'ai rassemblé depuis cette époque toutes les nouvelles découvertes qui peuvent tendre à perfectionner la navigation dans les mers des Indes et de la Chine. J'ai l'honneur de présenter à votre Majesté le Neptune oriental que j'ai formé d'après ces précieuses découvertes. Cet ouvrage n'aura point de prix si votre Majesté daigne recevoir la dédicace. La protection dont elle voudra bien l'honorer se fera naître immanquablement de nouvelles lumières qui assureront de plus en plus la navigation des Indes, si intéressante pour l'État. Je vous suis avec un très profond respect, sire, de votre Majesté, le très humble, très obéissant et très soumis serviteur et sujet. Donc vous voyez que les signatures étaient tout à fait respectueuses. Alors ici, donc, dédicace au roi, et dans celui-ci, eh bien, vous avez aussi des cartes. Carte des côtes occidentales de France et d'une partie de celle d'Espagne, d'Angleterre et d'Irlande. Je vous laisse admirer une fois de plus la précision de ces cartes. Dressées avec les instruments, bien sûr, de l'époque. Et sur le mur, vous avez des cartes de bataille dont les La Rochefoucauld ont hérité. Alors, il faut savoir que les La Rochefoucauld,
eh bien, sont une aristocratie d'épée. Ça veut dire que dès le Moyen-Âge, eh bien, ils vont combattre et être militaires jusqu'à la fin eh bien, du XIXe siècle. Ça va être ici, au château de La Rochefoucauld, que Charles VII avait établi son camp militaire. Eh bien, c'est ici qu'il va recevoir des messagers qui vont lui apprendre la victoire de Castillon, qui met fin à la guerre de Cent Ans. Donc, château royal, donc, à cette époque-là. Les seigneurs de La Rochefoucauld vont être nommés barons en 1299 par Philippe le Bel, puis comtes par François Ier en 1515 et duc et pair de France en 1622 par Louis XIII. Alors, nous allons redescendre, bien sûr, dans la cour d'honneur. Alors, j'espère que cette visite vous aura donné envie de venir au château de La Rochefoucauld. Petite information importante, nous sommes ouverts tous les jours, sauf le mardi, de 10 h jusqu'à 19 h. Vous pouvez visiter le château librement, sauf les bibliothèques que vous avez pu voir et admirer, et les salles des archives. À ce moment-là, vous aurez une visite guidée pour ces deux pièces-là. Sinon, le reste va être en visite libre. Vous aurez une petite information à l'arrivée au château, et dans chaque pièce, vous aurez aussi des explications. J'espère vous voir nombreux, et je vous dis à bientôt.